Vous aussi, comme des milliers de francophones en Israël, abonnez-vous à l'édition israélienne d'Actualité Juive et retrouvez les analyses indépendantes et éclairées de grandes plumes journalistiques sur la politique israélienne et internationale, des informations pratiques, des chroniques uniques sur le judaïsme et 8 pages entièrement dédiées à Israël avec un agenda hebdomadaire qui vous concerne. En vous abonnant à Actualité Juive, vous recevrez en plus chaque mois son supplément LPH Magazine, 100% dédié à Israël, avec des dossiers, des interviews, des conseils utiles pour la vie pratique. Pour vous abonner au meilleur de la presse francophone en Israël, une seule adresse, www.actualitéjuive.com/israël-abonnement ou contactez-nous au 058 461 62 62. Et c'est le cœur lourd que nous prenons l'antenne. J'espère que nous avons essayé d'être là, présent pour vous, pour essayer de vous informer, surtout si vous venez d'arriver en Israël et que vous ne comprenez pas toutes les informations qui sont données, qui sont nombreuses et qui sont données en hébreu. Israël est en guerre. On a souhaité aussi ce matin donner la parole à des habitants, à des habitants comme vous, comme nous, qui ont été surpris hier en pleine prière pour ceux qui étaient à la synagogue de Simchat Torah. Olivier, bonjour, on va peut-être commencer. C'est difficile de dire Boker Tov ce matin. Très difficile de dire Boker Tov. On va bien entendu faire un point sur le bilan de cette première journée de guerre, puisque comme tu l'as dit, Israël est en guerre. Plus de 250 victimes du côté israélien et plus de 1600 blessés aussi du côté israélien, des blessés qui sont bien entendu dans les hôpitaux. Et parmi les victimes, il y a bien entendu des soldats de l'armée israélienne qui ont été les premiers à se rendre sur place dans les différents villages de la bande de Gaza pour protéger les familles. Et puis bien entendu les familles. Hier déjà il y a eu les premiers noms de ces victimes d'un des villages de la bande de Gaza et quelque chose de totalement atroce puisqu'on voit qu'il y a plusieurs membres d'une même famille qui se trouvent dans ces listes et je suppose que c'est des listes qui vont arriver au fur et à mesure et qui vont être très très terrifiantes, très dures pour tout le peuple d'Israël, donc plus de 250. Et puis on parle aussi quelque chose totalement atroce, c'est qu'il y a encore, on ne sait pas encore exactement le chiffre, mais on parle d'à peu près plus de 150-160 personnes qui ont été kidnappées par le Hamas et qui sont entre les mains du Hamas et dont on n'a pas de nouvelles. Ouais, on comprend bien la stratégie, puisqu'on imagine que les Palestiniens, en tout cas le Hamas, essaie de nous empêcher... Que ce soit une monnaie d'échange, bien entendu. Alors, bien entendu, nos messages et nos cœurs vont tout droit à toutes ces familles, justement, qui se trouvent plus particulièrement, bien sûr, autour de la bande de Gaza, aux familles des victimes, et on pense aussi, parce qu'ils sont nombreux, tout le monde connaît des personnes qui ont été mobilisées, énormément de jeunes qui sont autour de nous, qui ont été mobilisés, et bien entendu, on est de tout cœur avec ces familles qui sont ce matin particulièrement inquiètes. Alors on va bien sûr tout au long de la matinée essayer de joindre différentes personnalités, des gens qui habitent dans le sud du pays, évidemment aussi le rabbin Eli Kling qui lui aussi habite dans le sud mais qui était venu passer les fêtes à Jérusalem, qui s'est retrouvé bloqué. Il y a beaucoup de gens dans cette situation parce que les fêtes c'est aussi l'occasion de se retrouver. Bien sûr. Et donc les familles ont beaucoup voyagé et beaucoup sont en dehors de chez eux. Une situation pas toujours facile à gérer. Certains, je pense beaucoup aux jeunes, sont partis à Tel Aviv, ou en tout cas dans les environs, pour aller assister au concert de Bruno Mars. Qui a été annulé. Qui a été annulé, évidemment, quand on sait que 60 000 personnes y ont assisté quelques jours avant. Beaucoup sont bloqués dans des Airbnb, des hôtels. Certains n'ont pas à manger. Enfin, c'est une situation panique, quoi, franchement. Exactement. On ne connaît pas encore tout. Bon, alors je crois qu'on va pouvoir parler avec Eli Kling. Exactement. Rav Eli Kling, bonjour. Bonjour. Boker Tov, Eli. Alors, vous n'avez pas pu rejoindre votre domicile puisque vous avez passé les fêtes à Jérusalem, je crois. Ben oui, c'était prévu. Donc on a passé ce fêtes à Jérusalem chez des amis. Et oui, en effet, donc on ne peut pas rentrer à la maison. Pour l'instant, les routes sont bloquées. Alors on attend qu'ils débloquent pour qu'on puisse rentrer.
Mais je suppose que vous êtes en contact avec les habitants de Khemdat Darom. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Non, à Khemdat, pour l'instant, les filles du programme ne sont pas encore arrivées. Donc, le programme est censé commencer seulement la semaine prochaine, ce qui fait que les élèves sont pas en danger. Les Israéliennes du campus, évidemment, étaient en vacances pour les fêtes, donc elles ne reviennent pas aujourd'hui. Le campus est fermé. Donc, de ce côté-là, je veux rassurer tous ceux qui s'inquiètent pour les élèves de Khemdat. Tout va bien. Le campus lui-même, heureusement, n'a pas d'ailleurs été ni inquiété ni touché. Mais de toute façon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de danger de ce côté-là. En ce qui concerne mon village à moi, c'est-à-dire Kfar Maïmon, écoutez, comme tous les villages autour de la bande de Gaza, il y a eu évidemment énormément d'alertes. Mais bon, on est malheureusement habitué là-bas, donc c'est pas quelque chose de particulier. La seule chose, c'est que pour l'instant, en tout cas, ils peuvent toujours pas sortir des maisons, puisqu'on n'est pas encore sûr que tout a été réellement nettoyé dans les environs. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas rentrer d'ailleurs chez soi, et on ne peut pas non plus sortir. Il y a des gens aussi qui voudraient bien pouvoir quitter l'endroit pour passer les quelques jours qui viennent ailleurs, chez des familles. Mais des deux côtés, pour l'instant, on ne peut pas. Donc, voilà, moi, je suis les événements comme vous de l'extérieur pour l'instant. Alors, vous avez une grande famille, Rav Kling. On imagine que certains de vos gendres, de vos enfants ont été peut-être enrôlés. Oui, mon fils, mes gendres, oui, un peu comme tout le monde. Ouais, enfin, je ne sais pas pour vous, mais nous, c'est vrai que on a eu vraiment l'impression de vivre, sans l'avoir vécu auparavant, évidemment, une ambiance de guerre de Kippour où les gens, délaissaient leur châle de prière pour revêtir leurs uniformes. Oui, d'ailleurs, les coïncidences du calendrier nous forcerait à faire le rapprochement, même si on n'y avait pas pensé tout seul. Mais c'est vrai que ça ressemble pas complètement. Il faut quand même pas. Alors c'est différent, mais pourquoi? Oui, c'est différent, mais c'est vrai que la surprise, en tout cas, l'état de choc. Là, j'entendais le témoignage d'une Tetsutanite, vous savez, les jeunes filles qui sont censées normalement. Et elle me dit que normalement, dès qu'il y a quelque chose, un oiseau, une hirondelle qui s'approche, toute la Gizra est au courant et on prévient tout le monde. Elles n'ont pas le droit, pendant des heures, elles n'ont pas le droit de toucher la tête, l'écran, etc. Donc, on ne connaît pas encore tout ce qui s'est passé. Il est possible que l'Iran ait technologiquement le Hamas a brouillé tout ce qui est électronique là-bas. C'est possible, en tout cas, on verra bien si on aura le temps de le savoir. En tout cas, pour revenir à l'essentiel, si vous voulez, sur le côté militaire de ce qu'il faut faire maintenant, non, c'est pas le propos. C'est pas le propos. Je vais pas me prononcer là-dessus. Il faut faire confiance à l'armée, à Tsahal, de reprendre les choses en main et de faire ça de manière la plus efficace possible. Je voulais simplement dire, si vous me le permettez, bien sûr. Je veux simplement dire que il est grand temps que de tout cela on apprenne à quel point on est tous dans le même bateau. Et que les différents événements qui nous ont tellement perturbés ces derniers mois, que chacun comprenne qu'il est temps de revenir à des choses plus sensées. Nos amis ne font pas de différence entre ceux qui sont pour la réforme et ceux qui sont contre la réforme. Parmi les kibbutzim qui ont été attaqués, qui sont encore sur la menace, il y a des gens que je connais, et puis il y a des gens qui certainement à l'époque étaient contre le désengagement de Gaza, et puis à Sderot, des gens qui ont été tués, qui étaient le contraire, excusez-moi, les kibbutzim qui étaient pour le désengagement, et à Sderot des gens qui étaient contre, et ça n'a absolument aucune importance. C'est-à-dire que je dis pas ici qu'il faut arrêter de discuter entre nous, évidemment qu'il faut continuer à discuter, mais comme on sait le faire, c'est-à-dire sans prendre des proportions horribles qui ont été celles que nous avons prises il y a quelques mois, c'est-à-dire toutes les images qu'on a encore en tête et qui paraissent tellement dérisoires aujourd'hui. Je vais me répondre à l'appel de l'armée ou je ne vais pas répondre à l'appel de l'armée, je manifeste ou je ne manifeste pas, je prie avec une séparation entre les femmes et les hommes, ou pas avec une séparation. C'est tellement désuet, c'est tellement à côté de la plaque finalement par rapport à ce qui nous unit vraiment. J'espère de tout cœur que ce que je viens de dire là, qui est tellement évident pour tout celui qui regarde un petit peu les choses avec des yeux à la fois
un sentiment, un cœur juif et en même temps une certaine connaissance de notre histoire, de notre longue histoire. J'espère que tout le monde pense la même chose. J'espère que au niveau politique, on créera aujourd'hui même un gouvernement d'union nationale, ne serait-ce que pour montrer que le gouvernement, les responsables du pays ont pris conscience de l'importance de l'urgence, quitte ensuite à reprendre nos petites discussions après, et cette fois-ci de manière beaucoup plus apaisée et beaucoup plus proportionnelle avec ce qui est réellement en jeu. Et si il donne l'exemple en haut, là-bas, dans le gouvernement, alors je suppose que ça nous aidera également entre nous à comprendre à quel point on est liés les uns aux autres, à quel point à quel point le mot Ahavat Israël n'est pas un mot vain, à quel point nos ennemis se servent de cela pour être encouragés à trouver le point faible, exactement comme à l'époque lorsque Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav et qu'il a été touché au point faible, Yerer, Kafa Yerer. Yerer, ça veut dire la descendance. Kafa Yerer, ça veut dire lorsque les gens ne sont pas, lorsque la descendance de Yaakov n'est pas suffisamment unie, alors c'est le point faible, c'est la faiblesse d'Israël. Et c'est ça que nos ennemis attendent. À chaque fois qu'on a un problème avec les gens à l'extérieur, c'est jamais le vrai problème, c'est pas ce qui nous entoure. Le vrai problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et si on donne de nous l'aspect d'un peuple désuni, alors c'est ce qu'attendent nos ennemis qui savent très bien que la seule possibilité pour qu'un peuple aussi petit puisse continuer à vivre, à s'épanouir dans le bonheur, c'est l'union entre nous. Et quelquefois on l'oublie parce qu'on est pris par l'intensité du débat. Alors on oublie tout ça, on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et finalement, évidemment, vous savez qu'on n'a pas le droit de dire que tel ou tel événement vient à cause de telle ou telle chose, à cause de tel ou tel péché. Évidemment, c'est absolument interdit. On n'est pas de l'autre côté du paravent céleste pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Mais en tout cas, notre devoir, c'est non pas d'essayer de trouver la cause, mais d'essayer d'en tirer les conséquences et de comprendre qu'il s'agit ici d'un énorme coup d'alarme et que, comme si quelqu'un voulait nous dire écoutez les enfants, là vous êtes allés vraiment trop loin dans les dissensions qu'il y a entre vous, dans les paroles blessantes que vous envoyez à la figure les uns aux autres, et qu'il est temps de comprendre que ce qui nous rapproche est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. Et il est évidemment très regrettable que pour qu'on prenne conscience tous de ce message-là, il faille passer par ce genre d'épreuve. Mais je suis persuadé d'abord je suis persuadé comme tout le monde, qu'Israël reprendra la main et fera payer à nos ennemis la sauvagerie et l'affront qu'ils viennent de nous faire. Mais j'espère également de tout cœur que après, une fois que les choses seront rétablies et que nous serons apaisés de ce côté-là, j'espère qu'on pourra comprendre qu'il faut continuer à discuter, il faut continuer à s'engueuler, mais il faut le faire de manière beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sensée, avec beaucoup plus d'amour et de compréhension, s'écouter, avoir ce qu'on appelle Aïn Tova. Aïn Tova, ça veut dire une bienveillance, être capable de comprendre que l'autre n'est pas ton ennemi, que s'il pense que pour le bien de l'État d'Israël, pour faire quelque chose qui te semble à toi complètement incroyable, complètement à côté de la plaque, il faut juste lui expliquer. Il faut essayer, tenter de lui expliquer. Il faut que l'autre également soit prêt à t'écouter et que dans le dialogue et le respect et l'amour mutuel, on puisse en effet trouver des solutions et des compromis aux différends qui sont différents importants que je ne n'utilise pas. Et ce genre d'épreuve que nous sommes en train de vivre, si elle a un sens, cette épreuve, à mon avis, c'est uniquement celui-là. Comprendre à quel point nous sommes unis, à quel point nous avons un seul goral, un seul sort qui nous unit les uns aux autres. Et j'espère que l'exemple viendra du haut le plus rapidement possible. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement de l'Union nationale est pas on va sûrement entendre des nouvelles de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup Élie pour toutes ces paroles très importantes. Et puis de réconfort, on en a bien besoin parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on a vécu hier une tragédie. On espère que le décompte macabre va s'arrêter, franchement, parce que ça fait vraiment très très mal au cœur. On vous souhaite de pouvoir rentrer chez vous rapidement en bonne santé, Élie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci. Très bien.
Alors, on va parler justement de ces situations un peu difficiles et plus particulièrement de ces situations où on a des enfants et on ne sait pas toujours de quelle manière leur expliquer ce qui se passe. Alors, il y a deux cas en fait, parce que il y a bien sûr les hommes ont été appelés. Oui. Donc les hommes sont partis en Milouim, ils sont partis dans les postes frontières pour libérer les gens qui étaient en plein service militaire, qui allaient faire des opérations. Et les mamans restent souvent seules et oui. Donc on a une maman, en ligne, mais qui est aussi spécialiste de la petite enfance, qui s'appelle Judith. Qui va nous expliquer comment faire avec nos enfants qui sont à la maison et qui, on le rappelle, ne sont pas ni à l'école ni au Ganim aujourd'hui. Et puis ils sont un peu parfois traumatisés parce qu'ils ont eu des sirènes, des alertes. Il faut comprendre que dans toutes les grandes villes d'Israël, ça a été le cas. Judith Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici. Ben voilà, comme ça on essaye de vous mettre un petit peu de baume au cœur, c'est un peu le but aussi aujourd'hui. Alors Judith, vous avez les deux casquettes, on va dire. Vous êtes une maman et puis vous avez dû dire, accompagner votre mari qui est parti hier en fait. Exactement. Je suis là en tant que maman, en tant que femme, qui a aussi envoyé malheureusement son mari à la guerre, on peut dire ça comme ça, et aussi avec ma casquette professionnelle de spécialiste de la petite enfance et du traumatisme de la petite enfance. Alors, comment ça s'est passé ? Où vous étiez d'abord quand votre mari a été appelé ? Est-ce que vous l'avez su tout de suite ? On était chez nous. Mon mari, il est Katin de Pikoud HaOref, dans le sud, en fait. Donc, il a été appelé assez rapidement. On était chez nous, on fêtait la fête à la synagogue, Simchat Torah, quand même. C'était censé être un moment joyeux de tfila, de danse, de chant, qui a été rapidement un peu interrompu, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc il a fait ses affaires et il a dû partir très rapidement. Je pense que beaucoup d'autres femmes ont eu cette situation-là. Certaines familles aussi n'étaient pas chez elles pour la fête. Donc les maris peut-être sont partis d'abord chez eux et après à l'armée. De toutes les manières, je pense que les départs ont été difficiles pour les femmes comme pour les enfants, surtout dû à l'incertitude de quand c'est que papa va revenir ou qu'est-ce que papa va faire. Ça, c'est les questions que sûrement la majorité des enfants ont posées. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit expliquer, jusqu'à où il faut aller pour expliquer justement à la situation aux enfants? Très bonne question. Premièrement, ça dépend de l'âge de l'enfant. On peut répartir les âges. La petite enfance, c'est quand même des grands changements. J'aurais dit l'âge préverbal, on va dire vers l'âge maximum 3 ans. On essaie de donner vraiment que des messages rassurants. On n'a pas besoin de donner d'infos concrètes. Les enfants ne posent pas beaucoup de questions aussi sur la guerre de manière très concrète à cet âge-là, mais on peut donner beaucoup d'amour, d'affection, rassurer avec beaucoup de contact physique, prendre beaucoup les enfants dans les bras, ils ont besoin de ça, et donner un message rassurant que tout va bien, maman est là, on est à la maison, on est protégé. Pour les enfants un peu plus grands, au-delà de 3 ans, c'est pas très grand quand même, on va en fonction de la demande de l'enfant. On ne donne pas des infos si l'enfant n'a pas demandé ou n'a pas posé de questions concrètes. On va évidemment rassurer nos enfants, mais si un enfant pose une question et c'est un jeune enfant, on donne que l'info qui est nécessaire, on va dire la vérité, mais vraiment le minimum possible. Ça veut dire pas besoin de montrer de photos, pas besoin de donner de noms, ni de chiffres, ni de qu'est-ce qui s'est passé exactement. On peut donner des messages un peu vastes et toujours finir nos discussions avec notre enfant avec une phrase rassurante. Par exemple, on peut dire mais de toutes les manières, on a Hachem qui nous protège, on est à la maison d'entre notre mamad qui nous protège aussi, on fait tout ce qu'il faut pour être protégé et on a aussi une armée qui est très très forte et qui va très vite finir cette guerre. Il faut qu'on essaye toujours de rassurer l'enfant parce que les questions, elles viennent parce que l'enfant il a peur et il a surtout peur de l'incertitude et pour son propre papa si son papa n'est pas là. Et surtout, il y a eu, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai vu des scènes où chez certaines familles, c'était le fils, le père, le frère qui partait. On voyait les sœurs pleurer, les femmes. Enfin, c'était vraiment un peu, on savait plus où donner la tête, quoi. Et les enfants, il y avait aussi des femmes enceintes, bien sûr, qui devaient dire au revoir à leur mari. C'était très difficile. C'est très difficile, c'est aussi très personnel. Chacun réagit différemment dans des moments de stress et d'anxiété et de traumatisme parce que c'est vraiment traumatisant ce genre de situation.
J'essaye quand même d'encourager les femmes qui sont vraiment des guiborotes. Pour moi, c'est le courage, il est aussi, et l'héroïsme, il est aussi chez les femmes qui restent à la maison avec leurs enfants, de rester le maximum calme possible. Ça veut dire les communications autour du stress que nous ressentons en tant qu'adultes, les conversations autour de ce que nous ressentons en tant qu'adultes, ne pas les faire devant les enfants. Ça veut dire si on a besoin de parler avec un ami ou avec nos propres parents ou avec quelqu'un qui nous rassure, essayer de quand même pas trop le faire devant les enfants. Un jeune enfant n'arrive pas à gérer les sentiments de ses parents. Un enfant qui va sentir que son parent, donc sa propre maman, ne peut pas gérer ses propres sentiments, va très vite être déboussolé, déréglé émotionnellement. On va avoir beaucoup du mal après à gérer ce genre de traumatisme. Les enfants sont aujourd'hui exposés à tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, etc. Et ils sont exposés à des images très dures. Comment on peut éviter ce genre de choses? Ou s'ils sont exposés à ce genre de choses, comment réagir? Alors, la question se pose, s'ils sont exposés, j'aurais vraiment évité d'exposer les enfants à ça. Aux news, ne rentrez même pas dans les news, ni devant eux, ni quand ils vont dormir le soir. Vraiment éviter de voir des photos ou de montrer des photos et des images aux enfants. Après, si on a des enfants qui ont quand même un téléphone ou qui sont adolescents et qui ont vu ou entendu, je pense que il faut essayer d'encadrer les choses. Ça veut dire raconter une histoire qui a un narratif clair. Comme par exemple, il s'est passé X et à la fin, ça s'est fini de telle manière. Le traumatisme, il a de plus en plus il affecte de plus en plus la personne s'il n'y a pas une fin. Donc, si un enfant vient vers nous et raconte quelque chose qu'il a vu, il faut qu'on mette cette histoire de manière chronologique, on lui explique ce qu'il a vu et on lui explique surtout que c'est fini, que l'histoire est finie, sans mentir, mais ce qu'il a vu est fini. Le but, évidemment, est d'éloigner la chose de l'enfant. Ça s'est passé dans tel et tel endroit, nous, on est protégés. Nous, on est dans un endroit où on est protégés. Maintenant, dans des endroits où les enfants ne sont malheureusement pas protégés, il faut rajouter des éléments de protection qui sont plutôt émotionnels. Ça veut dire permettre à l'enfant de parler de ses sentiments, permettre à l'enfant de développer sa résilience émotionnelle, comme s'exprimer à travers son corps, s'exprimer en jouant, s'exprimer en dessinant. Les enfants ne peuvent pas garder tous leurs sentiments pour eux-mêmes parce que après, ça va déborder. Ça sera trop submergent pour un enfant. Alors Judith Lévy, d'abord merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour nous parler et puis pour rassurer toutes ces mamans qui sont à la maison et qui attendent des nouvelles et qui doivent faire face à leurs enfants. Voilà, donc au moins elles auront des réponses. On vous souhaite beaucoup, le meilleur, Judith. Bonne journée, des bonnes nouvelles. Voilà, on va juste rappeler, Cathy, que le ministère de la Aléa de la Qualité, l'association ERAN ont mis en place une ligne d'assistance en français. Donc, si vous êtes en détresse psychologique ou émotionnelle, vous pouvez composer le Coravit, donc étoile 3201, ou vous vous connectez sur le site de l'association eran.org.il et vous pouvez là-bas discuter avec des thérapeutes et des spécialistes. Voilà, c'est très important de donner tous ces numéros, toutes ces informations, parce que là, on a parlé avec quelqu'un de Jérusalem, mais il y a des gens à Ashkelon, il y a des gens à Beersheva, il y a des gens un peu partout dans le sud qui ont passé toute la fête dans les Miklatim, toute la fête avec des enfants en bas âge qui sont paniqués dès qu'il y a des alertes, des bombes, etc. Et c'est pas facile à gérer, franchement. Donc chapeau à toutes ces mamans. On va continuer là. Chapeau aussi parce que on a un peuple formidable, hein, bien entendu, et dans ces situations, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont mises en place et on va en parler, je suppose, aujourd'hui dans les jours à venir, puisque je suppose qu'on sera encore ensemble quelques jours. On va parler d'une initiative de Yedidim, cette organisation que vous connaissez sans doute lorsque vous avez un puncher, ce que vous avez, vous crevez un pneu, vous appelez Yedidim. Ou que vous n'avez plus de batterie, par exemple. Ça arrive. Et donc Yedidim a mis en place aussi une initiative très importante. Et pour en parler, nous sommes avec Lionel David, qui est membre de Yedidim et qui est donc un de ces sauveteurs qui vient vous aider. Lionel, bonjour. Lionel, bonjour. Alors Lionel n'est pas avec nous, il ne nous entend pas peut-être. Lionel ?
Bon, on va redonner le numéro de Yedidim parce que franchement, cette association... Le numéro de Yedidim, c'est tout simple, c'est 1230. Voilà, 1230 et ils ont donc un système, une initiative qu'ils ont mis en route qui est, vous savez, lorsqu'on a une chambre forte, il y a ces fenêtres qui sont assez dures à fermer des fois, et donc surtout pour les personnes âgées peut-être, il faut beaucoup de force pour fermer ces fenêtres, donc qui sont dans cet acier et qui vous protège bien entendu. Et donc si vous avez besoin d'aide pour fermer ces fenêtres, vous pouvez appeler Yedidim, donc 1230. Alors est-ce que Lionel est en ligne? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est avec nous? Lionel? Apparemment, il y a un petit problème sur la ligne. Bon, alors on va... Voilà, et pendant qu'on parle, Cathy, il y a une alerte qui a été déclenchée, Tsava Adom qui a été déclenchée sur la ville de Sderot. Voilà, Sderot qui a vraiment été au cœur des attaques du Hamas hier. Voilà, donc on en profite pour envoyer à beaucoup de francophones aussi à Sderot. On leur envoie tout notre soutien, autant que faire ce pont. On vous oublie pas, on est avec vous. On a aussi fait ce direct aujourd'hui pour vous. Voilà. Je crois que Lionel est avec nous. Ouais. Lionel, bonjour. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Voilà, on parlait donc de cette initiative de Yedidim qui vient pour justement les personnes qui ont des difficultés à fermer ces fameuses fenêtres. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors il s'agit des personnes qui ont un mamad chez eux, donc c'est le miklas qui se trouve à l'intérieur d'un appartement, une chambre forte. Si c'est un problème de porte qui se ferme pas ou qui a été retiré parce qu'on pensait que c'était un temps calme, ou alors d'une fenêtre qui a du mal à fermer, on peut appeler l'association au 1230, sans étoile, sans rien, juste 1230, et un des bénévoles de l'association vient immédiatement, au plus vite en tout cas, pour dépanner et pour pouvoir sécuriser le mamad. Alors, vous avez déjà commencé cette opération. Qui fait appel à vous? Ce sont des personnes âgées particulièrement? Alors, il y a toutes sortes de personnes, de familles qui sont inquiètes. Alors, notamment dans le sud, évidemment, mais dans le sud, il y a plus souvent d'appels en général, alors que là, étant donné la situation, il y a des villes comme Natania, etc., qui sont un peu plus loin du front, mais qui nous appellent quand même pour sécuriser leur mamad. Voilà, donc ça c'est important. Comment vous avez décidé si vite de réagir? Alors, c'est une association qui compte plus de 60 000 bénévoles en Israël qui aident dans toutes sortes d'activités hors aide médicale. Et depuis longtemps, Yedidim a déjà aidé dans d'autres cas, par exemple des enfants bloqués dans une pièce à l'intérieur d'une maison, en plus des voitures, quoi. Si un enfant est bloqué dans une maison, on est déjà intervenu plusieurs fois. Et du fait de la situation sécuritaire en Israël, l'association a décidé de mettre en place un service dédié aux mamad et aux miklas pour pouvoir mettre tout le monde en sécurité. Voilà, et ce qui est génial, c'est que vous avez aussi communiqué en français pour tous ceux qui sont là depuis peu de temps. Ça, c'est génial. En russe, en éthiopien, enfin en amharique. Toutes sortes de langues de Olim Hadashim pour que tout le monde puisse être au courant que le service existe et pour que tout le monde puisse faire appel à lui. Alors en plus d'être bénévole à Yedidim, Lionel, je crois savoir que vous avez aussi été mobilisé. Alors moi je vais être mobilisé dans le cadre de mon bénévolat à la police. Et là aujourd'hui, comme je suis mobilisé que demain, aujourd'hui j'essaye d'aider un maximum de gens. Je suis taxi dans la vie de tous les jours. Ah oui. J'essaye d'aider un maximum de soldats à rejoindre leur base. J'organise des départs avec ma voiture pour les amener au maximum entre aujourd'hui et demain. Et puis demain soir, je suis obligé d'arrêter parce que je serai en service à la police. Dans quel état d'esprit, parce que j'imagine que vous avez transporté beaucoup de gens un peu dans l'urgence, dans quel état d'esprit sont vos passagers? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? On parle pas beaucoup. Il y a beaucoup d'appréhension des jours à venir. Mais on sent une unité très forte et c'est ce qui compte le plus. Je crois que tout le monde devrait mettre la main à la pâte et aider le maximum. Moi je fais un appel maintenant, j'en profite. Tout celui qui a une voiture et qui ne travaille pas aujourd'hui pour les raisons qu'on connaît, qui prenne sa voiture et qui amène des soldats, qui soient des soldats de tous les jours ou des soldats en milouim dans les bases militaires, ou ne serait-ce que faire des courses et leur apporter à manger, à boire à ces soldats.
on a besoin tous d'être mobilisés. Il faut pas penser à son travail aujourd'hui, il faut pas penser à tout le reste. Il faut penser à s'entraider, à être unis tous ensemble et à réussir cette guerre tous ensemble si Dieu veut. Très bien, merci beaucoup et bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Plaisir. Bravo pour tout ce que vous faites. Et on répète donc le numéro de téléphone de Yedidim, 1230, donc sans ni étoile ni rien du tout, 1230, et vous pouvez donc avoir une aide pour fermer vos fenêtres de vos chambres de sécurité. Bon, alors on va... Merci beaucoup Lionel, vraiment, et bravo pour le travail. J'espère que vous allez aider plein de gens. Faites attention à vous. Faites tous attention à vous. Ne prenez pas trop de risques et aidez un maximum de gens. On est en période où on a tous besoin d'être ensemble. Voilà, ça c'est vrai que les Français parfois ont envie d'aider, mais ils savent pas trop quoi faire. Ils ont pas l'habitude. C'est pas quelque chose qui est très très commun. Alors moi, je vais vous donner quelque chose de très simple à faire si vous avez envie d'aider, que tout le monde, que nous aussi, on peut faire si bien sûr vous rentrez dans les données demandées par MADA. Oui, MADA recherche des donneurs de sang O+ et O négatif de 18 à 60 ans, je répète, O+ et O négatif. Pour connaître les lieux des dons, c'est très simple. Vous avez toutes les adresses sur le site www.mdais.org/blood-donation. On va bien sûr l'afficher sur l'écran dans quelques instants. Donc si vous avez envie de donner votre sang, c'est possible, surtout si vous avez tous les donneurs sont bienvenus. Tous les donneurs sont bienvenus, mais évidemment, il y a des groupes qui peuvent donner à tout le monde, donc ce sont des groupes de sang qui sont très recherchés. Et il y a des sangs qui sont plus rares. Et des sangs très rares, mais ceux-là, ils sont recherchés puisqu'ils peuvent donner à tous les groupes sanguins. Donc O+ et O négatif de 18 à 60 ans. Et on a donné ce matin, mais on va les rappeler qu'il y a plusieurs stations de MADA qui seront ouvertes aujourd'hui spécialement justement pour faire ces dons de sang. Si vous êtes à Jérusalem, c'est à côté de la Tachana Merkazi, donc à MADA, au bâtiment de MADA, il est visible de la Tachana Merkazi. À Haïfa, c'est Rehov Yitzhak Sadeh à partir de midi. Si vous êtes à Tel Aviv, vous devez vous rendre au Dizengoff Center, à l'étage -1, près de la boutique Me'atzvim, à partir de 11h jusqu'à 21h. Et à Natania, c'est Ir Yamim, à partir de 11h. Bien entendu, il y a d'autres stations et il faut se rendre donc sur le site de MADA pour avoir les autres adresses. Mais c'est très très important. Alors on va continuer bien sûr avec des invités au téléphone, en Zoom, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, comme ils peuvent. C'est pas simple. Alors, Jonathan Eshkol, d'abord, on va remercier les techniciens, Jonathan Eshkol et Ariel Koussolev, toute l'équipe, qui se sont tous mobilisés pour pouvoir organiser ce direct au pied levé. Alors, on a qui en ligne, Olivier? Parce que je ne sais pas. Je crois que c'est Déborah Selem. On a Déborah en ligne, Déborah Selem. Déborah, bonjour. Déborah? Oui, vous m'entendez? Ouais, on vous entend très bien. Merci beaucoup. Déborah. Alors, Déborah, vous êtes une maman chanceuse, on va dire. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais on va dire que vous avez vraiment il faut rappeler, tremblé. Il faut peut-être expliquer un peu la situation. C'est qu'il y a eu une grande. Elle va expliquer, je pense. Allez-y, Déborah. Ouais, il y a une grande fête au Pakim. En fait, mon fils, le grand, est allé à une grande fête jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça s'appelle une Messibat Teva en hébreu. On peut dire que c'est une espèce de rêve party, quoi. Voilà, complètement. Avec la musique, la fête, puisque c'était encore la fête. Voilà. Alors, en fait, ça s'est passé sur 2 jours. Donc lui, il avait réservé, c'est un festival, tout simplement. Donc il avait réservé le premier jour. Et suite à ce qui s'est passé, quand il est rentré, déjà, c'était limite après Shabbat. Mais on n'est pas content, mais il faut bien que la jeunesse se passe. On fait avec. Voilà, on fait avec. Donc j'étais quand même un peu stressée vendredi de savoir qu'elle n'est pas rentrée pile pendant Shabbat. Et quand samedi, on a été réveillés à 8h du matin par la première Azaka. Vous habitez où, Déborah? Alors nous, on est sur Jérusalem. Ok. On est dans le quartier de Tel Piot. D'accord. Donc vous avez été réveillés par la Azaka. Vous n'avez pas compris ce qui se passait?
Ouais, en fait, j'étais la première. J'ai pas tellement réalisé ce que c'était. J'ai dit à mon mari, mais je crois que c'est une alarme. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a réveillé les enfants. On s'est tous retrouvés dans la cage d'escalier. Voilà, on était entre la cage d'escalier et entre le mamad qui est complètement en bas de notre immeuble. Et voilà, en fait, on a fait ça 5 ou 6 fois jusqu'à à peu près 10h30 du matin. Alors, et votre fils, alors, il a eu des nouvelles de ses amis, parce que j'imagine qu'il est parti avec des copains dans cette rave party qui s'est tragiquement terminée. Ouais, donc du coup, lui, il avait son portable allumé et il arrêtait pas de me donner des détails de ce qui se passait. Et je lui dis, écoute, c'est bon, c'est Shabbat, j'ai pas envie de savoir. Bon, malgré moi, bien évidemment, j'écoute parce que franchement, je suis curieuse et je suis un peu terrifiée. Et Ellie me dit, mais tu te rends compte, c'est exactement le même endroit où j'étais. En fait, ça continue vendredi et samedi. Ils ont pris des gens. Enfin, ils ont kidnappé des jeunes. Ils ont kidnappé des jeunes. C'était un vrai carnage. Voilà. Il y avait une image. J'ai dit à mon fils, écoute, c'est pas la peine de regarder. Donc il a compris un peu le truc. Il a dit, waouh, j'ai échappé à quelque chose, quoi. Comment vous avez réagi? C'est-à-dire que quelle a été votre première réaction? Ma réaction, c'était de lui dire, écoute, regarde, il y a beaucoup d'événements. Enfin, malheureusement, on est un pays en guerre, et il y a aussi beaucoup d'atrocités qui arrivent le Shabbat. Voilà, c'était ça. Donc il m'a regardé, il m'a dit, mais pas du tout. Ça pourrait arriver n'importe quand. Je lui ai dit, c'est vrai, ça arrive n'importe quand. Mais si on peut se préserver au moins le Shabbat, voilà, si on peut au moins limiter les dégâts, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, mais moi, de toute façon, j'étais là. Je lui ai dit, oui, tu étais là, mais voilà, tous ces jeunes, après, ont continué la fête tout le Shabbat. Ouais, voilà. Ça, c'est tragique. On n'a pas bien sûr encore, on ne sait pas encore qui. Il y a des gens qui sont, on nous dit qu'il y a des gens qui sont encore cachés. Enfin bon, bref, ça doit être terrible pour les parents, bien entendu, qui sont sans nouvelles de leurs enfants. Et bien entendu, on est de tout cœur avec eux dans ces moments-là. C'est le moindre. Voilà, il faut savoir aussi, pour rassurer certains, qu'il y avait 2 Messibot Teva. Il y en avait une dans le nord, une dans le sud. Celle du nord, apparemment, s'est bien passée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enlèvement. C'est celle du sud, ceux qui sont partis à Sderot, où là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le Yeshuv Ofakim. Ouais, dans le Yeshuv Ofakim, voilà, là on voit des terribles images, des gens qui se sont sauvés, ils se sont entassés dans les voitures pour échapper à la folie meurtrière du Hamas. Alors, Déborah, vous avez aussi un petit garçon, plus petit, beaucoup plus petit. Oui, c'est ça. Il s'appelle comment? Noam, qui a 9 ans. Noam, 9 ans, qui a 9 ans. Alors, comment il a réagi à tout ça? Parce que j'imagine que pour vous, c'est pratiquement une première, ces alarmes, et c'est... Complètement. C'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que on a eu l'année dernière, je crois, une Azaka dans Yerushalayim, mais bon, je crois que lui, le petit, était à l'école et n'a pas, voilà, c'était vraiment, on va dire, exceptionnel. Voilà. Ouais, c'était passé tout de suite. Mais là, cette fois-ci, j'ai senti, en fait, d'abord, j'ai vu le visage de mon fils. Ça fait 7 ans qu'on est là et c'est vraiment la première fois d'abord qu'on est réveillé par une Azaka comme ça, et comme il y en a eu beaucoup et successives, il y en a eu pas mal. Je pense qu'à un moment donné, en fait, le petit, il avait du mal un peu à respirer, un peu envie de vomir, les lèvres toutes sèches. Je pense qu'on n'a même pas mangé. Voilà. Donc j'ai décidé de le prendre et d'aller un peu à la synagogue, en Simchat Torah. Donc sur le chemin, on a eu encore une Azaka et je lui ai montré, voilà, je lui ai dit comment on devait se protéger et que voilà, qu'on était là et qu'on n'avait pas le choix et que c'est sûr que c'était pas drôle et que c'était pas normal, mais qu'Israël est fort et que Tzahal était là pour pouvoir nous protéger. Alors, Déborah, vous me donnez l'occasion de parler d'une initiative, voilà, très très chouette pour les petits enfants. Il y a un dessin animé. Oui. On va mettre le lien. Un dessin animé qui a été fait. Je crois que vous l'avez regardé pour rassurer les enfants et leur donner un peu de force et de courage. Vous l'avez vu ? Exactement.
Exactement, oui. Là, je vous dis sincèrement, pour l'instant, Noam est en train de regarder un autre dessin animé, mais je vais lui mettre. Moi, je l'ai vu, donc j'attends le bon moment pour pouvoir, on va mettre le lien. On va mettre le lien, évidemment, parce que ce sont des choses, les enfants parlent hébreu. C'est un dessin animé en hébreu, évidemment. Donc on va faire en sorte que tous les petits Israéliens, soient un peu rassurés, par des petits personnages qui sont super puissants. Merci beaucoup, Déborah. Bonne continuation et faites attention à vous et à vos enfants. Hachem nous protège tous. Merci. Et nous sommes maintenant, on parlait tout à l'heure de Mada, avec le travail formidable que Mada fait. Et nous sommes maintenant avec Ilan Klein de Mada. Ilan, bonjour. Bonjour. Merci d'abord de prendre du temps. Je suppose que ces dernières 24 heures, même 36 heures, ont été très éprouvantes pour vous. Oui, très chargées, beaucoup d'appels, beaucoup de blessés. Mais on est nombreux, alors ça fonctionne et ça fonctionne bien. Alors, je voudrais qu'on parle plus particulièrement de cet appel que vous faites. On a vu hier des queues pour des files d'attente pour donner du sang. Mada, le pays d'Israël, les hôpitaux ont besoin de sang. Oui, le Magen David Adom hier a fait appel à la population de venir donner du sang, en particulier le sang O, pour renforcer le taux de sang en Israël. D'habitude, ou toujours quand il y a un conflit ou une guerre, alors on doit élever le niveau de sang pour pouvoir répondre à tous les besoins des hôpitaux. Hier, la population s'est répondue présente. Et aujourd'hui, il faut continuer. Il y a sur notre site du Magen David Adom les lieux où on peut donner le sang. Il faut continuer à venir pour donner le sang. Est-ce que tout le monde peut donner du sang, Ilan? Au-delà de 18 ans, et si c'est des personnes en bonne santé, aucun problème. Et nous, on cherche plus le sang O parce que c'est du sang qu'on peut donner à tous les blessés. Oui, tout le monde peut donner du sang. Est-ce qu'il y a d'autres actions que le peuple d'Israël peut faire? Est-ce que Mada a besoin d'aide, d'autres types d'aide à part le don de sang? Alors on a la chance qu'on a 30 000 bénévoles. Ils sont tous présents. On renforce le sud, on renforce du point de vue d'ambulance, on renforce du point de vue bénévole. Après tout, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaye de faire venir en Israël des dizaines d'ambulances du fournisseur des ambulances. Alors, il y a possibilité aussi de faire des dons pour le Magen David Adom, parce que maintenant, on va dans un achat massif d'ambulances pour pouvoir renforcer le sud et aussi le nord. Donc ça, c'est un appel très important parce que vous savez qu'on est très écouté aussi en France et certains sont paniqués en se disant on est impuissant, on ne peut rien faire. Bon, d'abord, si vous pouvez faire, vous pouvez soutenir Israël sur les réseaux, c'est aussi très important au niveau de l'image, mais vous pouvez, par exemple, faire un don au Magen David Adom qui ira directement pour l'aide des habitants du sud d'Israël, notamment grâce à l'achat de ces ambulances. Donc c'est très, très important. On se connecte sur le site du Magen David Adom, Ilan? Tout à fait. Le site en France, c'est le site du Magen David Adom France. En Israël, c'est le site du Magen David Adom en Israël. Et ça nous aide, ça nous soutient parce que grâce à ces ambulances, on pourra être encore plus présent. Il y a une volonté de faire un achat d'ambulances blindées parce qu'on a compris qu'il y a des zones qu'on a besoin encore plus d'ambulances blindées. Et c'est maintenant le moment de le faire pour pouvoir nous soutenir. Je voudrais vous poser encore une autre question, Ilan, concernant les appels au Magen David Adom. À partir de quel moment, c'est peut-être une question un peu pas très intelligente, mais à partir de quel moment il faut faire appel au Magen David Adom? Parce que est-ce que vous n'êtes pas surchargé? Et donc est-ce qu'il y a des cas où on préfère ne pas faire appel pour le moment au Magen David Adom et se concentrer sur les cas les plus graves?
De notre point de vue, toute urgence médicale, il faut appeler le 101, le Magen David Adom. Okay. On est là pour ça. On a les standards téléphoniques qui reçoivent, les centres d'appel qui reçoivent tous les appels. Et nous, on sait prioriser les cas graves et les cas moins graves. Hier, on a pris des décisions d'arriver un peu plus tard dans les cas qui sont moins graves pour arriver rapidement aux personnes en danger. Et on sait trier les appels. Mais toute urgence médicale, il faut appeler le Magen David Adom, le 101. Très bien, 101, donc dans tous les cas, vous faites appel au Magen David Adom et les standardistes et ceux qui vous répondent seront vous diriger vers le service ou arriveront, bien entendu, si c'est un cas urgent. On va vous laisser reprendre votre travail, Ilan. Merci beaucoup, bonne journée. Be'atzlacha à vous tous. Toda. Voilà, donc on va continuer bien sûr en rappelant faire peut-être un point chiffre ou donner quelques les chiffres infos. Pour le moment sont malheureusement toujours les mêmes, c'est-à-dire que on a encore très peu d'informations et puis il y a aussi la censure militaire qui est très importante et je suppose qu'au fur et à mesure on aura les chiffres qui seront actualisés, mais on parle pour le moment de plus de 250 victimes du côté israélien et plus de 1600 personnes qui ont été blessées, qui sont encore aujourd'hui dans les hôpitaux. Au niveau de ce qui se passe sur le terrain, je peux vous dire que la marine israélienne a neutralisé 5 terroristes qui se sont essayés de s'infiltrer cette nuit dans la région de Zikim. Donc, on voit que les terroristes continuent, essayent de s'infiltrer encore. C'est-à-dire que l'opération n'est pas encore totalement contrôlée par les services militaires israéliens. Et donc, c'est des combats qui continuent encore dans cette région, avec bien entendu beaucoup d'échanges de tirs et aussi des victimes, des morts du côté palestinien. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de francophones aussi, je crois, qui sont mobilisés, blessés, bien sûr. Mobilisés. Moi, je voudrais parler de quelque chose. C'est peut-être un petit cri personnel que je voudrais lancer parce que on voit et on est aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure un peu avec Judith Lévy. On est tous sur les réseaux sociaux à tous les moments et nos enfants aussi sont sur les réseaux sociaux et certaines personnes se permettent de diffuser des images ou des films que nos ennemis propagent pour justement affaiblir notre morale. Et je trouve que ça, c'est strictement inutile. C'est-à-dire que c'est pas la peine qu'on prenne ces images de barbarie. On sait qu'on a affaire à des gens qui sont barbares. On sait qu'on a affaire à des gens, à des barbares. Et on n'a pas besoin de reprendre ces films. Ceux qui veulent chercher ces films les trouveront. Mais inutile de mettre sur votre fil Facebook ou sur votre Instagram ces films qui ne servent strictement à rien lorsqu'on voit par contre, ça c'est vrai, Olivier, mais par contre, on peut peut-être mettre des films non, je parle des positifs, tout à fait. Qui racontent vraiment l'état de fait. Quoi. Je parle des films ou des images où on voit des actes de barbarie. Je vais pas. Beaucoup ont vu déjà ces images qui sont vraiment des images d'horreur. Je pense que ça ne sert à rien. Et les personnes qui veulent vraiment les regarder peuvent les trouver, mais je pense surtout à nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram, et qui sont avec ces images, et je pense que c'est inutile. Bon, alors en tout cas, la transition est parfaite, puisque nous avons tout de suite Cathy Laoui, qui est la spécialiste de la méthode Emotion Aid. Cathy Laoui, bonjour. Bonjour. Bonjour Cathy. Merci d'avoir si vite répondu, parce que c'est vrai que on a besoin un peu de vos conseils éclairés. Vous gérez les traumatismes grâce à votre méthode à travers le monde et franchement c'est l'occasion d'en parler aussi sur notre antenne pour aider les francophones qui sont parfois un peu paniqués par toutes ces alertes, par la situation tout simplement, les départs. Il y a tellement de choses pourquoi paniquer. Et donc, on a besoin un peu d'être rassuré et d'avoir des outils, Cathy. Bien sûr. OK.
Par où on commence? C'est compliqué, mais juste quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas concernant peut-être votre méthode. Voilà, la méthode et qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence. D'accord. Ok. Alors, ces dernières 14 années, on a en fait développé une méthode d'intervention courte qu'on appelle Emotion Aid, qui vient du premier secours émotionnel. Et en fait, tout comme on a besoin de premier secours physique dans certaines circonstances, on a aussi besoin de premier secours émotionnel. Maintenant, ce qu'on sait à l'état de la science nous permet de comprendre aujourd'hui que le stress, le trauma est géré par le système nerveux autonome, ce qu'on appelle parfois en français le système neuro-végétatif. Et on a donc développé un protocole très simple en 5 étapes qui permet en fait de dialoguer et d'aller réguler les différents centres dans le cerveau et dans le système nerveux dans le corps qui vont donner un message d'équilibre en fait à notre système et nous dire que tout est OK. Donc en fait, quand on vit une situation de danger comme ce qui se passe en ce moment, on a évidemment des images dans la tête. Je vous ai juste entendu là très rapidement en rentrant parler des jeunes qui sont particulièrement confrontés à ces images à travers les réseaux sociaux. Et c'est sûr que ces images vont aller nourrir des pensées dans le cerveau qui parfois tournent en boucle et qui vont être extrêmement stressantes, ces pensées. Et donc, ce qu'on veut, c'est permettre à nos systèmes, en fait, qui est capable de gérer le stress, parce qu'en fait, on est construit pour ça, de mettre en route les canaux d'équilibre. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça, en fait, à nouveau en 5 étapes. Et la première étape, c'est... les 3 premières étapes, en fait, vont être des étapes ce qu'on appelle d'ancrage. Et chacune a un objectif différent. Et donc, on se tourne tout d'abord, on va retourner notre attention vers notre corps. Et on fait ça en croisant nos bras devant notre poitrine. Et on va taper alternativement droite-gauche sur nos épaules 25 fois. Donc, je sais que vous ne pouvez pas me voir. Si, on vous voit. On vous voit. Ah, vous me voyez. Oh, oui, très bien. D'accord. Donc, vous allez taper alternativement droite-gauche 25 fois. D'accord. Et voilà, quand vous avez terminé 25 fois, vous arrêtez et vous le refaites. Le même exercice, vous tapez alternativement droite-gauche 25 fois. Je vais faire un tout petit peu mon écran pour voir mieux. 25 fois. Pour ceux qui en ont besoin, et je pense particulièrement aux enfants, ça peut être utile aussi de sentir qu'on se tient. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a aussi besoin d'être contenu. Ouais. Et ce mouvement-là est un mouvement qui nous permet de nous contenir. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, vous connectez vos pieds au sol. Et ensuite, vous allez regarder autour de vous. Donc, vous allez actionner votre capacité de vous orienter dans l'espace. Et vous allez compter 10 objets de couleurs différentes dans la pièce. OK. Donc, je tourne ma tête et je vais compter 10 objets. 1, 2, 3. Je peux le faire à voix haute ou à voix basse. Ça n'a pas d'importance. Et je compte mes 10 objets. Et quand j'ai fini, je vais recommencer en partant de l'autre côté. Et je vais compter cette fois 10 objets qui ont une texture différente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la 2e étape. La 3e étape, je vais poser une main sur ma poitrine et une main sur mon ventre. Et je vais prendre quelques instants pour, en fait, simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est en fait un mouvement qui rassure. Très bien. Il faut savoir que la poitrine, c'est l'endroit, en fait, ici, en fait, où le bébé pose sa tête sur la poitrine de sa mère. Et donc, par définition, c'est un endroit qui est rassurant. Et quand on met une main, vous ne pouvez pas voir, mais quand on met une main sur le ventre, en fait, c'est l'endroit où, en général, la peur réside. Voilà. Et en mettant une main sur le ventre, ça permet de calmer la peur. Voilà. Donc, c'est l'étape numéro 3.
Une fois qu'on a fait ça, étape numéro 4, on va observer ce qui se passe dans notre corps. Et si par exemple on sent qu'on a de l'agitation dans nos mains ou dans nos jambes, ou bien qu'on a un sentiment de serrement à la poitrine, ou qu'on a une boule dans la gorge, ou bien qu'on a des papillons dans le ventre, on va simplement aller vers une de ces sensations et mettre notre attention dessus. Et ce que vous allez voir qui va se produire, c'est que le fait de mettre notre attention sur un endroit où on ressent un phénomène de constriction ou un phénomène désagréable, ça va automatiquement permettre à ce phénomène de se dissoudre, en fait. Parce qu'à nouveau, la capacité de gérer le stress, en fait, elle est innée, on est construit avec ça à l'intérieur de nous. Donc, c'est juste une histoire de reset. En fait, c'est un reset. C'est un self-control, en fait, quelque chose qu'on fait à nous-mêmes, par nous-mêmes. Absolument. Et ben non, évidemment qu'une fois qu'on apprend la technique, on peut le faire à d'autres personnes. Pour ça, ça demande une petite formation. Peut-être qu'on réfléchit avec Kalita pour faire ça. Et si vous sentez que cette construction, cette sensation désagréable ne passe pas, s'il n'y a pas de changement, vous pouvez lui demander de parler. Si, par exemple, cette boule dans ma gorge pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Et vous allez voir chez les enfants, très souvent, ce qui va venir, c'est « Ah, j'ai peur ». Et le fait de pouvoir simplement exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qui n'est pas nécessairement conscient avant qu'on pose la question, va permettre, en fait, au stress de se calmer. Immédiatement, il va se calmer. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces phénomènes de stress, la boule, les papillons dans le ventre, la pression dans la poitrine, on veut que ces sensations-là se digèrent toutes seules. Alors, après ces différentes étapes, dans quelle situation émotionnelle on devrait se trouver? Alors, attendez, juste 2 secondes. Ouais. Il y en a une 5e. Ah, d'accord, excusez-moi. Voilà. Il y en a une 5e. Et la 5e, c'est de se reconnecter au monde de ressources. Donc, c'est en fait, c'est le monde qu'on a aussi à l'intérieur de nous, cette capacité qu'on a de nous connecter à quelque chose qui nous fait du bien. Une ressource, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Ça peut être quelque chose de neutre, comme un endroit dans la nature, le sourire de quelqu'un qu'on aime, donc peut-être un morceau de musique ou une chanson. Une bonne glace à la vanille. La glace à la vanille, absolument, ou la sucette à l'anis, absolument. Du chocolat. Voilà, ou le chocolat, mais pas trop de chocolat, pas trop. Et donc, ça peut être une ressource d'ordre général ou ça peut être une ressource spécifique. Par exemple, on peut se poser la question, ou on peut poser la question à notre enfant. Juste maintenant, quand tu ressens cette peur ou que tu as quelque chose qui est pas, tu te sens pas bien à l'intérieur de toi, si tout était possible, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et en fait, ce concept d'être aidé, de recevoir de l'aide est très très important. Et c'est un peu, on appelle ça la question magique quand on travaille avec les enfants. Et les enfants savent exactement ce dont ils ont besoin. Et s'ils ont besoin, par exemple, de faire appel à un super-héros, à Spider-Man, à Batman ou Ninja, enfin peu importe, on peut aussi leur suggérer. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Et donc, ça nous permet vraiment de faire passer, d'aller vers le monde des ressources et de ressentir dans notre corps. Quand je pense, par exemple, à cette personne ou à ce super-héros, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je remarque? Alors, je vais remarquer une sensation d'apaisement, de chaleur peut-être, quelque chose d'agréable, une sensation de flux. Donc voilà. Donc là, j'aurais fait mes 5 étapes. Ouais. Voilà. Et après, on sent quoi? Un sentiment d'apaisement, de sérénité? On sent un sentiment d'apaisement, absolument, absolument. Et maintenant, parfois, on a besoin de répéter ces étapes quelques fois dans la journée. Si c'est autour d'un événement spécifique qui a procuré le stress, par exemple une image, des informations qu'on a entendues à la radio, à la télévision,
ou bien un souvenir de quelque chose qui était difficile pour nous. Donc, c'est possible il faut peut-être recommencer, mais ça va commencer à apporter un soulagement. Alors nous, on est ravis d'avoir pu mettre cette méthode aussi en ce moment-là, à l'honneur, parce que c'est vrai que ça peut aider beaucoup de gens, beaucoup de familles, des gens qui sont pas du tout au fait de ces techniques-là. Merci pour votre intervention, Cathy, et faites attention à vous. Voilà, donc on vous dit à bientôt. Évidemment, c'est l'occasion de rappeler qu'il existe aussi une hotline psychologique. On en a parlé, mais c'est un soutien moral crucial. En français, c'est très important. Très facile de les contacter. Je vous donne le numéro de téléphone étoile 3201. Vous pouvez aussi monter sur leur site internet www.eran.org.il. Donc c'est l'association Eran qui se charge de ça pour tous les nouveaux immigrants qui ne parlent pas l'hébreu, qui ont besoin de s'exprimer dans leur langue. Voilà, c'est vraiment un service thérapeutique prodigué par des professionnels. Donc ils sont tous diplômés avec une spécialité. Vous avez le droit à 5 séances par téléphone, même si vous le voulez. Donc c'est un traitement qui peut aussi venir en complément de ce dont on vient de parler. Alors on aurait voulu avoir encore d'autres personnes au téléphone. Mais je suppose qu'on on se retrouvera, malheureusement, on se retrouvera parce que c'est dans des conditions un peu compliquées, mais on se retrouvera sans doute demain. C'est vrai qu'on voulait parler, bien sûr, c'est vrai qu'on voulait parler aux gens du Sud, mais c'est les gens trop du Sud difficile. Sont très difficile. Et voilà, les informations arrivent au fur et à mesure. Et là, on vient d'apprendre, par exemple, que 30 policiers des stations et du Sud ont été tués dans ce conflit, dans cette guerre. Donc déjà, on est de tout cœur avec ces policiers qui ont été tués. Et au fur et à mesure, je suppose qu'on aura des informations sur l'identité de ces victimes. Alors, je voudrais qu'on termine avec... On parlait tout à l'heure des films d'horreur et d'atrocité, mais il y a aussi des films, comme tu l'as dit, qui sont... des films de soutien, qui ont été faits pour soutenir. Qui réchauffent le cœur. Ouais. Et on va, je sais pas si, Jonathan va le diffuser, on va dire au revoir à nos auditeurs sur ces images de films de Milwinikim, de ceux qui sont des réservistes qui sont partis pendant donc Shabbat. Et voilà, des images qui font chaud au cœur, et on est bien entendu de tout cœur avec ce matin. On est de tout cœur avec tous les soldats d'Israël, les réservistes, les jeunes, ceux qui sont en Sadir, avec les familles, les mamans. Il faut garder le moral. L'armée d'Israël, malgré tout, est la plus forte du monde. On a été surpris, mais on va se relever. Les choses vont rentrer dans l'ordre, on en est certain. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, bien sûr. On se retrouve demain matin à partir de 9h. À partir de 9h, mais il y aura aussi l'actualité avec... À partir de 8h avec Daniel Haïk, voilà. חבר'ה, תודה רבה, תודה. תודה לך. תודה. הכל בסדר, הכל בסדר. זה יהיה בסדר, חזקים, אנחנו נעבור את זה, בעזרת השם. רק אחדות. מדינת מלחמה. ננצח עם המדינה. שמור על עצמך, אחי. תודה.